Donc on passe à l'imagerie en cas de grossesse. Toujours, il faut penser à doser les bêta-HCG chez la femme, surtout en âge de procréation. Donc en cas de grossesse, donc radio standard TDM sont contre-indiqués, surtout premier et deuxième trimestre. D'accord? Surtout premier et dernier trimestre. Les rayons X sont nocifs et tératogènes, c'est-à-dire qui risquent de se compliquer de malformation utérine. Malformation fœtale, pardon. L'échographie, l'intérêt de l'échographie au cours du premier trimestre, c'est de localiser la grossesse. Est-ce que c'est une grossesse intra-utérine ou extra-utérine? D'accord. Vous recherchez l'activité cardiaque. À partir de 6 semaines, on peut voir l'activité cardiaque à l'intérieur du sac gestationnel. On peut, grâce à l'échographie, mesurer l'âge de la grossesse. Donc, soit on mesure le diamètre du sac gestationnel, soit on mesure ce qu'on appelle la longueur crânio-caudale, LCC. Et l'intérêt de l'échographie est de rechercher les malformations. Donc ici, vous avez un petit sac, c'est une grossesse très jeune, grossesse intra-utérine. Par la suite, vous avez ce qu'on appelle le sac gestationnel et l'embryon. La mesure de la longueur crânio-caudale vous permettre de mesurer l'âge gestationnel. Donc l'âge de grossesse, après au deuxième et troisième trimestre, on se base sur ce qu'on appelle le BIP. Donc, on mesure le BIP, c'est-à-dire des dimensions entre bipariétales. Donc entre l'os pariétal droit et l'os pariétal gauche, et on mesure ce qu'on appelle la longueur du fémur. En fonction de la longueur du fémur et de la distance bipariétale, on peut faire ce qu'on appelle l'âge ou une appréciation de l'âge gestationnel. D'accord? C'est la biométrie par l'échographie. C'est une biométrie. Ce sont des mesures échographiques. L'échographie 3D et 4D, donc intérêt seulement, c'est pour visualiser les mimiques de l'enfant. 3D comme ça ou 4D avec les mouvements. Vous trouvez l'enfant qui fait le mouvement de succion, par exemple, du pouce ou des mouvements actifs fœtaux, des MAF, des mouvements actifs fœtaux. œuf clair, c'est-à-dire vous avez un sac gestationnel avec l'absence de l'embryon à l'intérieur. œuf clair de 11 semaines. La pathologie à craindre et l'urgence à craindre, c'est la grossesse extra-utérine, de localisation généralement au niveau des trompes. Généralement, la jeune fille arrive aux urgences avec les signes de choc hypovolimique. Donc c'est une rupture de la grossesse extra-utérine. Généralement. La grossesse molaire sous forme d'une molle édatiforme, c'est-à-dire aspect pseudo-vésiculaire, absence de fœtus et absence d'embryon. Donc la grossesse molaire peut être diagnostiquée par le dosage des bêta-HCG, un dédoublement rapide du taux de bêta-HCG. C'est une grossesse, la grossesse molaire, d'accord. C'est pas une grossesse normale. Donc c'est une grossesse à interrompre par un curetage utérin. Le risque de grossesse molaire, c'est le risque de choriocarcinome, c'est la dégénérescence. Le rôle de l'échographie, c'est la recherche, par exemple, des malformations. Vous avez ici ce qu'on appelle spina bifida, ouverture de l'arc postérieur d'une vertèbre avec hernie du contenu soit méningocèle, soit myélo-méningocèle, soit les méninges seulement ou les méninges avec une partie de la moelle épinière.
Généralement, c'est pas une paraplégie, mais l'enfant déjà il est déficitaire. Donc dès l'âge de la naissance, donc cette malformation va être opérée. D'accord. Donc l'intérêt au cours du deuxième et troisième trimestre, toujours âge de grossesse, la présentation de l'enfant, est-ce que c'est une présentation céphalique ou siège ou transversale? Les MAF, le mouvement actif auto, l'activité cardiaque, toujours, vous recherchez l'activité cardiaque. Vous analysez la quantité du liquide amniotique, est-ce qu'il y a une quantité suffisante ou par exemple quantité diminuée, c'est-à-dire oligoamnios, ou une importante quantité, on parle d'hydraamnios. Vous analysez le siège du placenta. Est-ce que c'est un placenta normalement inséré au niveau du myomètre? Est-ce que c'est un placenta de localisation normale, c'est-à-dire fendique, ou bien un placenta qui paraît, on va voir par la suite les types de placenta. Voici les techniques de mesure, longueur du fémur bipariétal. Voilà l'aspect des différents types de placenta. Placenta totalement recouvrante, c'est-à-dire c'est un placenta prévia. Donc c'est une indication à la césarienne par la suite. Les recouvrements, il peut être partiel, marginal ou latéral. Et les différents types d'insertion des placentas. Donc grâce à l'échographie, on peut juger quel type de placenta. Donc le sein, rapidement, parce que vous avez un cours de l'exploration du sein. Donc pour la jeune fille, donc toujours vous demandez une échographie mammaire, d'accord? Parce que la jeune fille, la composante glandulaire, elle est dense. Donc pour les jeunes filles, on demande échographie. À plus de 40 ans, on demande échomammographie, d'accord? Parce que la jeune fille, si vous réalisez une mammographie, vous trouvez que la glande elle est dense, donc vous n'arrivez pas à analyser le contenu de la glande. D'accord. L'intérêt de l'échographie, c'est de rechercher les nodules, les distorsions architecturales, vous recherchez les ectasies des canaux galactophoriques, vous recherchez les adénopathies au niveau axillaire. L'intérêt au contraire de la mammographie c'est quoi? Donc la femme, elle va se mettre debout, elle va déposer les deux seins ici, avec une compression, on exerce une radiographie, si on peut dire, avec une faible dose de rayon X. Donc c'est l'intérêt beaucoup plus, c'est de rechercher les pathologies, à savoir les nodules, et vous recherchez beaucoup plus les calcifications. Et quel type de calcification? Vous avez une très grande classification pour les calcifications et les nodules. Voilà l'aspect normal du sein sur la mammographie. Donc aspect, ici par exemple, c'est un sein de type dense. Donc vous avez la glande qui est un peu dense. Pour les sujets, les vieilles femmes par exemple, vous trouvez que cet aspect il est moins hypodense, il est moins hyperdense, pardon, il est hypodense, parce que la composante elle est graisseuse. Au cours de l'évolution de l'âge, c'est la dégénérescence graisseuse de la glande. Voilà un aspect d'une femme plus de 40 ans par exemple, une mammographie avec un tissu un peu graisseux. Donc vous recherchez des nodules. Est-ce qu'il y a des nodules sous forme d'une radio-opacité? Vous analysez et vous recherchez les calcifications. Donc sur la mammographie, on a plusieurs incidences. On a l'incidence face, l'incidence oblique, d'accord? Et on peut réaliser d'autres incidences, incidence localisée ou incidence de profil. L'IRM, c'est l'examen top ou l'examen d'actualité en matière de pathologie mammaire. Donc on utilise des antennes. Donc la malade se met en procubitus avec des antennes ici, les seins pendus, d'accord? Vous avez des séquences de base, T1, T2, donc, et des séquences en façade. On analyse les nodules, on analyse les adénopathies, même les petits ganglions, on analyse la corticale et la médulaire des ganglions.
Voilà l'aspect des lésions au cours de, par exemple, une lésion kystique qui apparaît en hyposignal T1, hypersignal T2. Vous voyez le contraste et la haute qualité, la haute définition des lésions sur l'IRM. Les prélèvements, donc pour les biopsies, vous avez les biopsies éco-guidées et les cytoponctions et les biopsies stéréotaxiques à l'aide du mammographe. La pathologie, vous avez les pathologies bénignes et la pathologie maligne. Donc, il y en a plusieurs lésions et plusieurs pathologies. Par exemple, la pathologie la plus fréquente au cours de l'âge jeune, c'est-à-dire les jeunes filles, présente les adénofibromes et les kystes. Le cancer le plus fréquent au cours de la le cancer le plus fréquent du sein, c'est le cancer canalaire infiltrant, le CCI. Est-ce qu'il y a des questions? Merci de votre attention. Sahab Tok.